Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroun, en direct du 102.3 FM. Bon matin, chères auditrices, chers auditeurs. Plaisir de vous retrouver ce mercredi 5 mai 2021. On a un programme chargé et diversifié. On parlera du vivre ensemble dans le contexte de polarisation sociale. L'actualité politique vue par Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Et en direct de Marseille en France, on va recevoir Dr Aboubakar Jamei, journaliste d'investigation, qui va nous parler de la liberté de presse au Maroc à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Mais avant tout ça, on commence avec un dossier fort important. C'est le dossier de la politique familiale au Québec avec notre invité. La société québécoise connaît plusieurs changements qui ont un impact sur la dynamique et la réalité familiale. La réforme du droit de la famille est donc une nécessité pour s'adapter à ce changement et aussi pour harmoniser les différentes lois qui touchent la famille. Pour en savoir plus sur la politique familiale, j'ai le plaisir de recevoir Mme Marie Riom, directrice générale de Réseau pour une Québec Famille. Madame Riom, bonjour. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Mais ça va bien, oui, vous? Oui, ça va super bien, merci. Alors, selon vous, quels sont les grands changements que la société québécoise a connus en lien avec la famille? Ben, après avoir été une des sociétés où on a eu le plus haut taux de naissance, on est dans les années 60 devenu une des sociétés avec les plus bas taux de naissance. Et je dirais que dans les derniers changements importants, depuis les 20 dernières années, il y a eu le développement des services de garde à contribution réduite, là, un peu plus de 20 ans, en 1997. Puis à ce moment-là, le Québec est devenu un des endroits au monde où on retrouve le plus grand nombre de mères de jeunes enfants sur le marché du travail. Ce qui a eu un impact majeur sur tout le dossier de la conciliation famille-travail. Par ailleurs, en 2006, on a eu la mise en place du régime québécois d'assurance parentale qui avait à l'époque l'intention manifeste de favoriser l'engagement des pères auprès de leurs enfants. Puis ça a super bien fonctionné. Les pères prenaient un congé de paternité. Il y avait à peu près 20% des pères qui prenaient le congé de paternité. Aujourd'hui, c'est 80%. Ce qui fait que maintenant, quand il arrive des séparations dans le couple, puis ils sont de plus en plus nombreux à choisir la garde partagée. Ce qui fait que la conciliation famille-travail, mais c'est plus seulement que un enjeu pour les mères, mais ça devient aussi un enjeu là, pour de nombreux pères. À travers ça, il y a les formes familiales qui ont continué là, de se, fluidifier. En même temps que les options de vie là, qui se sont multipliées, ce qui fait que, dans les années 70, on parlait un peu plus des familles monoparentales. Là, aujourd'hui, on va parler de familles solo-parentales, homoparentales, des familles avec de multiples configurations. Oui. Alors, ces changements-là, est-ce que c'est ça la raison qui a poussé le gouvernement, le Québec, à entamer un grand chantier, celui de la réforme du droit de la famille? Et en même temps, j'aimerais savoir, comme vous, comme acteur essentiel, le Réseau pour un Québec Famille, quelles sont vos attentes au niveau de cette réforme? Pour le Réseau pour un Québec Famille, la famille, c'est comme... c'est l'ensemble des personnes qui assument des responsabilités familiales.
peu importe la configuration, l'origine, la structure, ça n'a pas de... L'important, là, c'est de soutenir ceux qui s'occupent des autres, en fin de compte. Le Québec a entamé une réforme, mais ça faisait quand même plus de 40 ans là, qu'il n'y avait pas eu de réforme en profondeur du droit de la famille. Mais on s'entend que dans les 40 dernières années, il y a quand même eu des changements importants. Pour le réseau, c'est important que le droit s'ajuste le mieux possible aux diverses réalités qui sont confirmées là, au cours des dernières décennies. Puis il faudrait, à notre sens, qu'il y ait un mécanisme qui s'assure qu'il soit révisé régulièrement pour s'assurer de bien reconnaître là, l'ensemble des situations vécues. Parce que on s'entend que la famille, en fin de compte, c'est un peu comme un laboratoire de la vie, puis à ce titre-là, ben c'est vivant, puis ça change, puis ça évolue, puis c'est important là, qu'on s'adapte. Oui, vous avez mis l'accent sur la conciliation famille-travail. La pandémie a démontré l'importance de la conciliation famille-travail pour répondre aux défis de télétravail, autant pour les employeurs que pour les employés. Quelles sont les réalisations effectuées à date au niveau de Québec et que faut-il faire pour atteindre un équilibre entre la famille et le travail? En 2018, on a tenu un grand sommet de la famille qui a réuni plus de 350 participants. Puis c'est là qu'on a vu que la conciliation famille-travail est ressortie là, comme une préoccupation très importante pour la famille. Le réseau a décidé de tenter une nouvelle approche, puis il y a maintenant 18 mois, on a développé une reconnaissance pour les organisations, les entreprises qui mettent en place là, des bonnes solutions de conciliation famille-travail pour leurs employés. On a développé ce qu'on appelle le SAU Concilivie. Notre démarche, ça fait vraiment une différence, puis on voit émerger des initiatives vraiment intéressantes là, qui très souvent coûtent presque rien là, pour les entreprises. C'est souvent juste prendre le temps de réfléchir pour trouver des solutions là, pour aider les travailleurs qui assument des responsabilités familiales. Plus souvent qu'autrement, il s'agit de développer le réflexe là, d'intégrer les préoccupations qui sont liées à la conciliation famille-travail au moment où on prend des décisions d'organiser ou de réorganiser des choses. Jusqu'à maintenant, il y a plus une trentaine d'organisations qui ont obtenu le saut, puis il y en a une trentaine d'autres là, qui sont engagées dans le processus. Puis en même temps, ben on sait que c'est très attendu, comme vous l'avez dit, la pandémie, je pense, a fait apparaître les réalités familiales à l'écran, si on peut dire, avec le télétravail. Donc, on pense là que on a des données aussi qui nous disent que c'est quelque chose qui est vraiment désiré par les employés. Parce que oui, les employés peuvent faire des choses de leur côté, mais ça prend aussi il faut que la société soit organisée là, complètement pour faire face à ces nouvelles réalités-là. Oui. Vous m'avez demandé, je pense, ce qu'il fallait pour atteindre un équilibre entre la famille et le travail. Mais sur le plan personnel, il y a un facteur qui est un prédicteur important là. Et puis c'est pour savoir si on va avoir une bonne conciliation famille-travail, c'est des inégalités qui persistent entre les hommes puis les femmes. On peut dire que dès le départ, le partage inégal là, du congé parental va favoriser l'identification de la mère qui devient le parent principal, puis par la suite, ben, le partage inégal des responsabilités familiales ben, va entraîner des difficultés là, tout au long du parcours. Puis souvent, ben, comme le salaire des femmes tend à être moindre, ben, c'est plus elles qui vont se dégager pour quand il va y avoir des enjeux de conciliation à l'intérieur de la famille. Fait que parce que c'est moins dommageable là, pour le revenu familial.
Donc, on voit qu'il y a vraiment des éléments structurels à modifier, à la fois au niveau des entreprises, mais au niveau de la société qui doit adapter les horaires, au niveau, ça touche le transport, ça touche un ensemble d'éléments. Là. Oui. À l'aube de votre retraite bien méritée, vous êtes engagé dans le domaine de la famille depuis près de 30 ans. Je vous connais depuis 20 ans. Quel message souhaitez-vous brièvement, si vous voulez bien, Madame Rhéaume, aujourd'hui, à l'occasion aussi de la Semaine québécoise des familles? Ben oui, la 26e Semaine québécoise des familles. Donc, moi, je pense que élever une génération, c'est une responsabilité importante qui a des retombées sur l'ensemble de la société. La famille, c'est la toile de fond là, sur laquelle se dessine toute notre existence, et puis ça, de la conception au dernier souffle. Parce qu'elle s'est beaucoup transformée au cours des dernières décennies, il arrive qu'on préfère se concentrer sur les membres qui éprouvent des difficultés plutôt que de considérer la situation dans son ensemble. Moi, je souhaiterais vivre dans une société où tous ceux qui assument des responsabilités familiales soient reconnus, puis traités avec respect et équité, puis qu'on fasse tout notre possible pour qu'ils soient bien épaulés au moment où ils en éprouvent le besoin en contrepartie. Tout à fait. Merci beaucoup. Marie Rhéaume, directrice générale du Réseau pour un Québec Famille. Au plaisir. Merci, Mohamed. Retour à l'émission, on continue avec la question de la politique familiale sous un autre angle avec Madame Raphaëlle Petitjean, directrice générale du mouvement Allaitement du Québec. Madame Petitjean, bonjour. Bonjour. Vous avez accueilli favorablement le portrait des politiques publiques au Québec réalisé par l'Observatoire des Tout-Petits. Quelle est votre lecture de ce portrait? Ma lecture, c'est qu'on a des très belles politiques au Québec, mais on a parfois des politiques qui sont très, très pointues, qui ciblent un aspect très particulier, comme par exemple les services de garde. Ce qui manque peut-être, c'est une vision un petit peu plus large qui permettrait d'arrimer toutes ces politiques, puis également vraiment de faire le lien entre les réseaux publics, le réseau communautaire et tous les partenaires autour de la petite enfance. Mm-hmm. Et bien souvent aussi dans ces belles politiques, ce qu'on remarque, c'est que il y a des belles intentions, mais il n'y a pas forcément la mise en œuvre qui est mise en arrière. Si je prends l'exemple de l'initiative des Amis des bébés, qui est favorable à tous les bébés, pas juste aux bébés qui allaitent par exemple, on sait que ça a des effets très très positifs sur l'accouchement et donc sur tout le début du développement des jeunes enfants. Malheureusement, il y a seulement 10% au Québec des bébés qui naissent dans un établissement qui est le label Initiative des Amis des bébés. Donc ça montre qu'il y a vraiment une dichotomie entre la volonté politique puis la réalisation sur le terrain. Et quel lien faites-vous entre l'allaitement et les politiques publiques? Actuellement, il y a à peu près 90% des femmes qui tentent d'allaiter ou qui allaitent après avoir mis un enfant au monde. Donc, ça veut dire que la très grande majorité des familles sont concernées par tout ce qui est allaitement. Ensuite, les recommandations actuelles de Santé Canada et qui sont aussi adaptées par le Québec, c'est d'allaiter les enfants 2 ans ou plus. Puis le 2 ans, il faut le comprendre comme un minimum et non pas comme un objectif. Beaucoup de femmes vont témoigner d'un sevrage naturel vers 4 ou 5 ans. Ça veut dire que l'allaitement est vraiment transversal à tout ce qui touche la petite enfance. Et puis les femmes qui allaitent se retrouvent dans toute la société. Ça veut dire que c'est vraiment un enjeu de société. Or, malheureusement, c'est un sujet qui prête à polarisation. On a l'impression que dès qu'on parle d'allaitement, on essaye de culpabiliser les personnes qui n'allaitent pas ou qui ne le font pas de manière optimale, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. On a une vision d'allaitement qui est extrêmement inclusive. C'est une décision qui est personnelle, d'allaiter ou de pas allaiter, ou de sevrer son enfant, c'est très personnel et personne ne doit juger ça. Par contre, collectivement, on doit travailler pour faciliter le parcours d'allaitement. Sur ces 90% des femmes qui ont décidé d'allaiter, là, il y a seulement 8% qui atteignent leur propre objectif d'allaitement. Puis c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut les soutenir, il faut faciliter leur parcours d'allaitement pour qu'elles puissent atteindre leur propre objectif. Est-ce qu'il y a un intérêt à l'allaitement? Avez-vous des chiffres?
Mais écoutez, à peu près tous les 2-3 mois, il y a une nouvelle étude qui vient pour démontrer les bienfaits de l'allaitement. En fait, l'allaitement est le seul aliment, si je puis dire, qui peut permettre le développement optimal des jeunes enfants, mais c'est beaucoup plus qu'un aliment. Hein. C'est tout le geste, toute la proximité, beaucoup de choses qui se passent quand l'enfant est au sein, donc c'est pas juste sur les maternelles. Ça a aussi beaucoup de bienfaits sur la santé de la mère et son bien-être. Et puis ces bienfaits, c'est pas juste quand l'enfant est allaité. Là, il y a une étude assez récente qui a démontré qu'il y avait encore des effets sur la réussite scolaire jusqu'à 8-9 ans. On a été capable de mesurer pour des enfants qui étaient allaités versus ceux qui n'avaient pas été allaités. Donc ça joue vraiment sur le développement global, autant physique que cognitif des enfants. Il y a une question aussi qui est importante à soulever, c'est la question des endroits adéquats pour allaiter. Quelle place dans les politiques publiques pour un environnement favorable à l'allaitement? C'est deux choses différentes. Hein. Quand on va parler d'environnement favorable à l'allaitement, c'est vraiment de faciliter le geste d'allaitement de manière très, très globale. Donc, ça va toucher autant la formation des professionnels de la santé, par exemple, que l'accueil dans les services de garde ou la conciliation. On a parlé tantôt de la conciliation famille-travail. Moi, j'aurais envie qu'on parle beaucoup plus de la conciliation allaitement-travail. Parce que dans le fameux saut concilivi dont ma collègue parlait tantôt, il n'y a aucune mention pour l'allaitement. Or, mettre des clauses pour l'allaitement, c'est rentable pour l'employeur. Il y a plein d'études qui démontrent que c'est rentable de donner une pause pour que l'employé puisse exprimer son lait, par exemple. Mais il n'y a absolument rien au Québec ni dans les normes du travail actuellement. Par rapport aux lieux adéquats pour allaiter, tous les lieux sont adéquats pour allaiter. Il y a vraiment, c'est protégé par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Là, les femmes peuvent allaiter partout, elles ont besoin de le faire pour répondre aux besoins de leur enfant. Donc, il n'y a pas vraiment de politique, de volonté politique pour ça qui soit nécessaire. Par contre, c'est vraiment de l'information du public, des gens, du personnel, que ce soit dans les centres d'achat, que ce soit dans les municipalités, qu'ils soient au courant de ces droits-là des femmes d'allaiter partout. C'est pas à elles de porter le fardeau de défendre leurs droits en plus, que c'est correct si elles allaitent sur le bord de la piscine ou si elles allaitent à la bibliothèque, par exemple. Oui. Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, lance une consultation publique sur l'avenir du réseau des services de garde éducative à l'enfance. Comment comptez-vous avancer vos revendications pour un service de garde adapté? En fait, au niveau de l'allaitement, c'est vraiment déjà inclus dans une politique publique qui s'appelle le cadre de référence de Gazelle-et-Potiron pour l'alimentation dans les services de garde. Donc, le côté politique a été fait. Puis justement, M. Lacombe nous a octroyé un montant par rapport à sa marge ministérielle pour qu'on fasse le déploiement de cette trousse-là. Et dans cette politique, c'est un bon exemple de manque de mise en œuvre. Donc, c'est très, très clairement dit qu'il faut que les services de garde accommodent les parents dans leurs demandes pour poursuivre l'allaitement après l'entrée au service de garde, si c'est ce qu'ils désirent, évidemment. Malheureusement, ce qu'on rencontre sur le terrain, c'est que les femmes qui vont arriver en disant « moi, j'allaite, je voudrais pouvoir amener mon lait. » Bon, très bien, pas de problème, amenez-les. Mais il n'y a pas de proactivité. C'est-à-dire que bien des femmes vont sevrer leur enfant 2 mois avant l'entrée au service de garde pour le préparer. Alors, ça sert à rien de ce sevrage-là. Elles se privent de 2 mois d'allaitement, de 2 mois de plaisir avec leur enfant. Et donc, la trousse qu'on a créée au niveau du mouvement allaitement du Québec, c'est vraiment pour outiller, pour permettre le dialogue, puis la coopération avec les ressources communautaires en allaitement aussi qui viennent soutenir tout ce beau monde-là pour la mise en œuvre du cadre de Gazelle-et-Potiron. Donc, actuellement, au niveau des services de garde, je pense que le travail est en train de se faire avec le déploiement de notre trousse. Heureusement, là, il y a eu, ça va bien de ce côté-là. Super, au moins une bonne nouvelle. Raphaël Petitjean, directrice générale du mouvement allaitement du Québec. Merci, au plaisir. Merci. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. Les changements imposés par la mondialisation divisent la société québécoise. La polarisation est plus en plus présente dans la sphère publique. Est-ce toujours possible de parler du vivre ensemble dans ce contexte de polarisation sociale? C'est ce qu'on va voir avec notre invitée, Madame Dalila Awada, chroniqueuse. Madame Awada, bonjour. Bonjour. Discours anti-immigration, propos haineux, violence. Comment expliquez-vous cette montée de polarisation sociale? Déjà, au Québec comme ailleurs, parce qu'on ne vit pas de façon isolée non plus. Je pense à l'international, nos influences. Et c'est sûr qu'au Québec, il y a des visions qui semblent se confronter sur ce que représente notre idéal de société.
Et c'est pas pour rien que ça fait aussi longtemps qu'on a des débats houleux sur les questions d'identité, de valeurs. Mais je sais pas si c'est une crise à proprement parler ou bien des difficultés assez importantes à trouver des ajustements, des configurations qui soient justes, équitables pour tout le monde. Donc, je ne sais pas s'il faut employer le terme crise, parce qu'on l'a souvent dit aussi, c'est que des fois, il y a une perception de crise au Québec, mais qui peut être créée de toutes pièces. Donc, j'essaie de rester prudente avec le terme. Mais c'est sûr que si on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, on vit une époque de bouleversement politique, de bouleversement climatique. Il y a beaucoup d'instabilité. La pandémie en rajoute une couche, et pas la moindre. Donc, dans ces périodes d'instabilité-là, de changements majeurs, comme on l'a vu à d'autres moments de l'histoire, c'est pas anormal qu'il y ait des crispations, des divisions, des tensions supplémentaires qui se font beaucoup sentir. Et beaucoup vont aussi mettre de l'avant la question des réseaux sociaux en disant, là, c'est parce qu'on est confronté à ça de façon tellement claire, tellement évidente. Alors peut-être qu'on le ressent plus que jamais. Alors, s'agit-il d'un conflit entre deux visions de valeurs québécoises ou bien simplement une crise identitaire? Oui, c'est ça. C'est un peu comme... un peu comme tu disais, je pense que les gens n'ont pas, dans une société qui est aussi diversifiée que celle du Québec, qui est aussi hétéroclite, où il y a quand même une grande liberté. Les gens peuvent faire des choix différents, peuvent vivre leur vie de façon différente. C'est pas anormal qu'il y ait des confrontations. C'est pas anormal que on s'entende pas sur tout. Mais je pense que au lieu d'accepter cette conflictualité, peut-être qu'on cherche à la monter en épingle, à l'empirer, à mettre de l'huile sur le feu, plutôt que de chercher comme des voies d'apaisement, si on veut. Donc, c'est un peu ça qui... Oui. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup dans les dernières années. Il y a cette espèce de division qui est très nette, alors que tout le monde n'est pas nécessairement d'un camp ou de l'autre. On n'est pas tous comme à un extrême ou à l'autre. Il y a tout un univers de possibilités et de nuances dans lequel beaucoup de gens se retrouvent. Mais c'est vrai que la manière dont des fois les choses sont configurées, notamment dans les espaces médiatiques, dans les débats, dans les manières qu'on a de parler de certains sujets, ça donne l'impression qu'il faut choisir un camp et que tout est blanc, tout est noir. Donc, je crois que ça renvoie au phénomène de polarisation que vous décrivez aussi. Mais c'est un peu dommage parce que moi, je suis une grande fan de la complexité dans tous les sujets. J'aime aller creuser, aller voir c'est quoi les couches de complexité dans chaque sujet politique, social qu'on aborde, et ne pas nécessairement trancher d'une manière catégorique, mais essayer de naviguer un univers plus complexe. Oui. Souvent, quand on cherche les moyens de prévention à la polarisation sociale, on s'adresse au grand public et en l'invitant à la tolérance et à l'ouverture. Mais on oublie malheureusement les décideurs et les personnalités publiques. Jusqu'à quel point le discours politique est plus dangereux dans la propagation de la polarisation sociale? Ouais, je dirais de nouveau si je dis que les politiciens ont une influence sur la société, ce qui se passe dans la sphère politique, ça a évidemment contribué à empirer ou à améliorer les relations sociales que les gens ont entre eux. Et parce qu'il y a une responsabilité, parce qu'il y a une influence, il y a aussi une responsabilité de la part des politiciens. Puis je ne sais pas si elle est toujours... Je dirais pas qu'elle n'est pas prise au sérieux, mais des fois, c'est comme si certains politiciens et politiciennes ne réalisent pas que des phrases qu'ils prononcent, que leur approche, que les lois qu'ils mettent de l'avant, mais tout ça, ça a un effet direct sur la population. Donc, moi, la manière dont je perçois le rôle des politiciens, c'est un rôle qui est supposé être axé sur la cohésion, sur l'apaisement. Puis ça veut pas dire qu'ils peuvent pas avoir des valeurs ou des convictions qui sont très affirmées. Mais il y a quand même un certain rôle de cohésion. Puis le premier ministre François Legault a souvent donné cette impression depuis le début de son élection que lui, c'est le gars du gros bon sens. Comme avec la loi 21, par exemple, rapidement, il nous a dit, ça fait trop longtemps que ça dure, on va régler cette question une bonne fois pour toutes. Fait que là, il passe la loi 21 sous bâillon. C'est vraiment, tout a été fait d'une manière très cavalière, disons-le. Et après ça,
on nous dit, voilà, donc la CAQ a eu le courage de faire ce qu'aucun autre parti n'a fait. Nous autres, on a réglé la question. Mais en réalité, est-ce qu'ils l'ont réglé ou alors ils ont simplement choisi de sacrifier certains groupes dans la population? Oui. Comment peut-on travailler alors la prévention à la polarisation dans un contexte où des groupes manipulent constamment la population les uns contre les autres pour des fins politiques? Ouais, grosse question. J'ai pas de réponse qui soit peut-être très claire, très définie, mais ce dont je suis certaine, c'est qu'on peut pas être apathique face aux enjeux dans la société, aux enjeux qui sont importants. On peut pas juste les ignorer en se disant que ça alimente la polarisation. Je pense qu'il faut continuer de nommer, continuer de pointer du doigt, de dénoncer les tentatives de division qui ne sont pas constructives. Mais quand je dis pas constructives, c'est dans le sens où je pense pas que tout doit rapidement être qualifié de division ou de polarisation. Par exemple, si des groupes militants font des revendications, même si ça bouscule, ça dérange un peu, on n'est pas très confortable, ça ne veut pas dire qu'il y a une volonté de polariser, ça ne veut pas dire que les intentions sont malveillantes envers la société. Donc, simplement de rester attentif à ça aussi, parce que c'est un piège dans lequel on peut facilement tomber en se disant, on décrit toute discussion qui est rendue trop compliquée, trop difficile, qui confronte trop les gens, parce que ça polarise. On n'a pas besoin de ça au Québec. Mais en réalité, on a aussi besoin d'un espace pour la conflictualité. Il faut qu'on puisse débattre, il faut qu'on puisse avoir du dissensus. C'est des choses qui sont aussi très saines. Oui, une question aussi importante d'ailleurs. Est-ce que c'est possible de parler du vivre ensemble dans ce contexte de polarisation? Bien sûr. Moi, je pense que c'est nécessaire et je pense même que c'est peut-être plus nécessaire que jamais vu qu'on est dans une période un peu trouble. Puis d'ailleurs, je sais pas pour toi, mais moi j'aime beaucoup le terme « vivre ensemble », qui a eu un peu mauvaise presse dans les dernières années parce que on l'a associé à une expression qui est un peu molle, qui est un peu fourre-tout, qui veut dire tout et son contraire. Mais moi je pense que c'est une expression qui est magnifique, le « vivre ensemble ». Alors je continue de la mettre de l'avant. C'est quelque chose qui continue de me porter, même si je sais que c'est rendu moins populaire de l'utiliser, notamment dans les milieux de l'antiracisme. Puis parler de vivre ensemble, c'est pas évacuer les difficultés, c'est pas évacuer les conflits, les violences, c'est pas dire tout va être facile, tout est rose. C'est pas une vision irréaliste. Pour moi, c'est simplement de reconnaître les problèmes, de les nommer de manière catégorique, c'est-à-dire on fait pas de compromis sur la dignité des gens, mais en même temps trouver un équilibre ou créer un équilibre entre la douceur du vivre ensemble et la légitime colère qui émerge après des années, des décennies, voire des siècles d'injustice. Donc ça, c'est mon approche. Pas de déni, mais pas de fatalisme. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Dalila Awada, chroniqueuse. Merci, à la prochaine. Merci, au revoir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. Alors que nous célébrons la Journée mondiale de la liberté de la presse, différentes organisations constatent que ce droit fondamental fait face à plus en plus de menaces, notamment dans certaines régions comme le Maroc, où la situation est très inquiétante. Pour en parler, j'ai avec nous, en direct de Marseille en France, Dr Aboubakr Jamei, journaliste d'investigation, récipiendaire du Prix international de la liberté de presse en 2003. Monsieur Jamei, bonjour. Bonjour. Jusqu'à quel point le climat au Maroc est répressif contre la presse ? Écoutez, au point de mettre en prison toutes les voix libres récentes, celles qui n'ont pas, qui ne se sont pas tues après des vagues de répression qui datent d'il y a quelques années déjà. On en reparlera peut-être, mais aujourd'hui, parmi les journalistes les plus connus, les plus respectés dans le journalisme d'investigation, le journalisme indépendant, sont aujourd'hui jetés en prison. Le Maroc est classé 136e dans le dernier classement de Reporters sans frontières. Et puis un autre indicateur, tout simplement, c'est que généralement l'un des arguments utilisés pour
pour parler effectivement de la situation au Maroc, c'est de clamer que le Maroc d'aujourd'hui est bien meilleur et bien plus démocratique que celui du père de l'actuel roi. Donc Hassan II, qui est décédé en 1999. Ben justement, aujourd'hui, le classement du Maroc, pas seulement par Reporters sans frontières, mais par d'autres organisations, est pire que ce qu'a légué Hassan II à son fils Mohamed VI. Vous avez parlé de Reporters sans frontières. Selon ce groupe, les journalistes au Maroc sont sous pression judiciaire. Comment et pourquoi la suppression du ministère de la Communication et l'installation du Conseil de la presse n'ont pas contribué à créer un environnement de presse apaisé pour les journalistes et les médias? Pour la même raison que la suppression du ministère de l'Information n'a rien changé, parce que quand il y a eu le changement d'appellation du ministère de l'Information au ministère de la Communication il y a déjà peut-être 2 décennies, à l'époque, on avait dit qu'il s'agit là d'un signe très fort qui donc exprime la volonté du régime pour libéraliser le champ de la presse. Or, en réalité, ça ne s'est pas passé comme ça, puisque le ministère de la Communication est censé être un ministère technique qui gère en fait les aspects techniques de l'audiovisuel, etc., et qui est beaucoup plus une espèce d'agence de régulation. Donc, pour la même raison, le fait d'éliminer ce ministère et d'avoir un conseil de la presse n'a pas changé grand-chose. Le conseil de la presse est un conseil pour lequel ont été nommés des gens qui ne sont pas nécessairement connus, même pas du tout pour leur soutien à la presse indépendante. Bien au contraire, ce sont des affiliés du régime qui se sont toujours mis du côté de l'État marocain lorsque leurs confrères étaient réprimés. Et puis, je dirais que votre question est intéressante parce qu'elle pose la question de l'existence d'institutions et de la non-existence des missions que ces institutions sont censées remplir, puisque quand on parle de conseil de la presse, quand on parle de suppression même du ministère de l'Information, pas seulement du ministère de la Communication, donc on s'attend à ce qu'il y ait un climat beaucoup plus favorable à une presse indépendante. C'est tout le problème au Maroc. Le problème au Maroc, c'est que, si vous me permettez cette expression, les institutions soi-disant démocratiques sont en carton-pâte. Ce ne sont pas... Nous avons je peux tenir exactement le même discours par rapport à la Constitution du Maroc elle-même, puisque nous avons une Constitution qui, par partie, énonce donc des valeurs de liberté, etc. Mais en réalité, rien de cela n'existe. Et il y a une raison toute simple à cela. La raison est la suivante, c'est qu'en réalité, le Maroc n'a pas les institutions, justement, n'a pas bâti les fondations d'un système démocratique, puisque les fondations d'un système démocratique commencent d'abord par un système de séparation de pouvoir réel, pour lequel la Constitution ne se suffit pas d'énoncer des valeurs et des objectifs, mais met en place des mécanismes qui permettent de réaliser ces valeurs, ce qui n'est pas le cas au Maroc, puisque la mécanique constitutionnelle marocaine ne fait en fait qu'affirmer le monopole des élites au pouvoir avec à leur centre la monarchie sur les 3 pouvoirs connus, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, plus indirectement, mais aussi, et bien évidemment le pouvoir exécutif. Et donc, lorsque vous avez des fondations aussi fragiles, en fait, inexistence pour la démocratie, ajouter des couches, ajouter des étages à votre habitation qui s'appelle Conseil de la presse, ministère de ceci ou de cela, en fait, ne mène à rien puisque au départ, les fondations elles-mêmes ne sont pas des fondations démocratiques. Oui. Donc la réponse est là, et c'est même pire que cela, puisque ce type d'institutions, en fait, deviennent réellement des décors dont le but est de tromper sur la réalité du régime marocain, puisque un analyste paresseux, et malheureusement il y en a beaucoup quand il s'agit du Maroc, va jeter un coup d'œil très furtif à la constitution marocaine, à l'organigramme de l'État marocain, il va se dire, écoutez, on a là toutes les institutions qui permettent d'avoir une démocratie digne de ce nom. Oui. Alors que ce n'est pas vrai. Donc il s'agit en fait d'institutions en trompe-l'œil, donc le but est de plus de tromper qu'en fait de réaliser les valeurs qu'elles
qu'elle clame vouloir réaliser. Les deux journalistes, Omar Radi et Souleymane Ressouni, sont en grève de la faim pour protester contre leur détention. Savez-vous quels sont leurs motifs d'arrestation et dans quelle situation sont-ils actuellement? Écoutez, les motifs officiels sont des motifs en fait de droit commun et même de crimes sexuels, puisque les deux sont accusés de crimes sexuels. Souleymane Ressouni est accusé de tentative de viol sur un jeune homme, et Omar Radi est accusé carrément de viol sur une jeune femme. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des dossiers. J'ai eu la possibilité de m'y intéresser. Et ce que je peux vous dire, c'est que les dossiers sont instruits à charge. C'est des dossiers qui sont extrêmement fragiles en termes d'accusation. Je vous donne un cas tout simple. Dans le cas d'Omar Radi, il y avait un témoin qui était présent littéralement dans la pièce où les choses se sont passées. Et quand ce témoin est allé témoigner qu'en fait il n'y avait pas eu viol, que c'était tout à fait que c'était un acte sexuel qui n'était pas forcé. Le procureur a décidé de poursuivre le témoin lui-même pour viol, alors que la victime n'a jamais accusé ce témoin de viol. C'est devenu c'est le procureur qui a décidé de le poursuivre pour viol. La même chose pour Souleymane Ressouni, la personne qui l'accuse a été incapable de décrire la pièce ou même la maison où la tentative de viol est censée avoir eu lieu. Et puis, lorsque la défense présente des éléments qui tendent à contredire ces accusations, eh bien, rien ne se passe. La justice ne prend pas ces accusations en compte. Et donc, nous sommes véritables. En plus, il faut bien comprendre aussi, ce sont deux choses. Ce sont des cas délicats, parce que dans ces cas-là, il faut enquêter. On ne peut pas dire ces gens-là sont innocents ou sont coupables comme ça. Il faut enquêter. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Omar Radi et Souleymane Ressouni n'ont jamais eu de problème de ce côté-là. Personne ne les a jamais accusés de quoi que ce soit. C'est des gens qui ne sont pas des récidivistes, il n'y a jamais eu, ils n'ont jamais été arrêtés pour quoi que ce soit. Deuxièmement, l'État qui les poursuit est un État qui, lui, a été condamné pour torture, et donc la justice est notoirement connue pour être à la botte en fait du régime. Donc la justice marocaine n'est pas indépendante, et il y a un consensus là-dessus. Il y a un consensus international. Tous les gens sérieux, toutes les organisations sérieuses qui travaillent sur le Maroc nous diront que la justice marocaine n'est pas indépendante. Pire que cela, il y a des cas qui ont apparu récemment de torture où l'ONU, le comité contre la torture de l'ONU a mené enquête, et donc c'est l'ONU qui a déterminé que l'État marocain torturait encore. Donc voilà à qui on a affaire. Nous n'avons pas affaire à un État démocratique où il se pourrait que Omar Radi et Souleymane Ressouni vont bénéficier d'une justice impartiale, et ils n'en bénéficieront pas. Il faut aussi ajouter que Omar Radi et Ressouni sont justement connus pour la qualité de leur travail. Et donc, évidemment, dans des régimes autoritaires comme celui du Maroc, plus votre travail de journaliste est qualitatif et reconnu, plus vous êtes dangereux, plus vous êtes considéré comme subversif, et donc plus vous courez le risque d'avoir des problèmes avec l'État marocain en particulier. Oui. Omar Radi est connu pour avoir publié une enquête sur le système de corruption et de cooptation qui entourait ce qu'on appelle les carrières de sable. Les carrières de sable au Maroc sont un vrai phénomène de corruption, où en fait l'État utilise ces carrières de sable et les licences données d'exploitation pour ces carrières de sable pour s'acheter les élites marocaines. Omar Radi a été l'un des contributeurs à une enquête qui a d'ailleurs obtenu un prix international, qui a donc démontré cette corruption, liant même des opérations d'exploitation pas éthique de ces carrières de sable à des très proches du régime. Et il était, en fait, juste avant son arrestation, il travaillait sur la propriété terrienne au Maroc, et comment, en fait, à travers l'État, les élites au pouvoir dépossédaient des tribus marocaines, déposséder des citoyens marocains à travers l'État pour ensuite vendre ces terres à des prix très bas à des proches du régime. Oui. Quant à Souleymane Ressouni, et en tout cas selon moi, était juste avant son arrestation, était le meilleur éditorialiste marocain.
Et son travail d'éditorialiste est d'autant plus important que contrairement à beaucoup d'autres, il n'insulte pas l'intelligence des Marocains. En établissant la responsabilité là où elle est. Parce que vous savez que ça fait partie un peu de ce système fictif de liberté au Maroc, c'est que effectivement, si vous lisez la presse marocaine, vous allez trouver beaucoup de critiques contre le Premier ministre, contre certains membres de l'État, etc. Par contre, vous ne trouverez jamais de critiques contre les vrais puissants. Et les vrais puissants au Maroc, c'est le système sécuritaire marocain et évidemment la monarchie. Ce sont les deux intouchables au Maroc. Et Souleymane Rissoni était assez courageux, mais aussi assez respectueux de l'intelligence de ses lecteurs pour en fait avoir le courage et la témérité de mettre la responsabilité entre les mains de ceux qui l'exercent vraiment. Certainement, on va... La question, dans quelle situation ils sont? Ils sont dans une situation qui est grave. Leur vie est réellement en danger aujourd'hui. Cela fait pratiquement une année, je crois, 10 mois pour l'un, 11 mois pour l'autre, qui sont en détention provisoire, ce qui n'a pas de sens. Je veux dire, une détention provisoire aussi longue pour ce type de crime. Bon, déjà, la détention provisoire pose problème parce qu'ils n'ont pas d'antécédents et qu'ils sont connus, etc. Donc là, il y a déjà problème. Deuxièmement, Omar et Souleymane, Omar et Souleymane Rissoni ont entamé une grève de la faim Omar, elle a duré 27 jours, il a été contraint d'arrêter parce qu'il a commencé à saigner. Omar a une maladie qui s'appelle la maladie de Crohn. Et malgré cela, il a quand même fait sa grève de la faim et aujourd'hui, il est dans un état qui est proche du critique, même s'il a arrêté sa grève de la faim il y a quelques jours. Quant à Souleymane Rissoni, il poursuit sa grève de la faim. Souleymane Rissoni est hyper tendu. Et avant-hier, il a eu une paralysie je pense de sa jambe droite. Donc lui aussi, sa situation se dégrade très rapidement en ce moment. Donc là, maintenant, militer pour leur libération, c'est réellement militer pour leur vie. Et ils ont entamé la grève de la faim, pas pour dire évidemment qu'ils considèrent qu'ils sont innocents, mais c'est pour dire que la justice ne les traite pas de façon impartiale et qu'ils demandaient à être jugés. Ils ont entamé la grève de la faim pour dire à la justice marocaine, jugez-nous, arrêtez de nous garder en détention provisoire. Il ne s'agit pas d'un crime extraordinairement compliqué. Je veux dire, les éléments existent, vous pouvez entamer le jugement. Et c'est pour ça qu'ils ont fait leur grève de la faim. Merci Dr Jamaï. C'est sûr qu'on va suivre le dossier de très près. Aboubakr Jamaï, journaliste d'investigation, récipiendaire du prix international de la liberté de la presse en 2003 en direct de Marseille en France. Merci. Pour l'émission avec nous monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, pour faire un tour sur l'actualité politique provinciale. Monsieur Plamondon, bonjour. Bonjour. Vous avez mis de la question identitaire, le français et l'immigration des dossiers prioritaires. Ce sont les mêmes dossiers aussi revendiqués par la CAQ. Quelles sont votre approche? Jusqu'à quel point elle est différente de celle de la CAQ en lien avec la gestion de ces trois dossiers? En fait, sur l'immigration, c'est justement la langue française qui est la grosse différence. Pour le Parti québécois, la question de la langue française est la priorité en matière d'immigration, à savoir, on veut accueillir des immigrants qui maîtrisent le français, s'assurer que le français demeure la langue commune dans la grande région de Montréal. Donc, la question de l'immigration se développe beaucoup autour du prisme du renforcement de la langue française, pour lequel on a déposé plusieurs propositions, notamment de faire en sorte que l'anglais ne soit pas exigé systématiquement pour tous les emplois à Montréal, lorsque c'est pas nécessaire, notamment en demandant la loi 101 dans les cégeps pour maintenir le français comme langue commune chez les allophones et les francophones. Donc, c'est une grosse distinction avec la CAQ qui, elle, voit seulement l'immigration sous un angle économique difficile à comprendre. Là, on se rappellera la semaine dernière de la déclaration du premier ministre comme quoi, lui, son critère, c'était est-ce qu'un immigrant va faire plus de 56 000 ou moins de 56 000, ce qui, à nos yeux, n'a pas beaucoup de sens. Ensuite, sur l'identitaire, il y a une grosse différence entre la CAQ et nous, c'est que nous, on veut que le Québec soit un pays. Et je précise que l'identitaire existe dans tous les partis. C'est pas que la CAQ qui est le Parti québécois. Le PQ et la CAQ voient l'identité sous le prisme de l'identité nationale, c'est-à-dire qu'indépendamment
de nos différences individuelles, on est tous québécois. Mais Québec solidaire et le Parti libéral sont aussi très identitaires, mais vont mettre en valeur davantage les identités communautaires, religieuses, ethniques. Et nous, on pense que l'identité nationale dans le cadre de laquelle on est tous québécois est plus porteuse d'une paix sociale que les identités communautaires. Oui. Les trois thèmes, que ce soit l'identité québécoise, le français et l'immigration, veut pas que quand même la CAQ il est dans sa zone de confort. Vous ne voyez pas que c'est risqué aussi d'être dans la même zone de confort de la CAQ? Oui, mais comme je vous dis, c'est que c'est dans le discours que la CAQ parle beaucoup d'identité ou de langue française, mais lorsqu'on regarde leurs agissements, il y a pas vraiment de gestes concrets. Donc, c'est sûr qu'à court terme, des fois, on peut penser que la CAQ est dans le même environnement politique ou avec les mêmes propositions que le Parti québécois, mais dans les faits, le Parti québécois est beaucoup plus décidé pour que la langue française soit la langue commune. Mm-hmm. Il y a également le fait que, ultimement, le Parti québécois existe pour faire du Québec un pays qui n'est pas du tout dans le projet de la CAQ qui se conforme au fédéralisme, prétend pouvoir faire des gains pour le Québec dans la Fédération canadienne. Malheureusement, à date, ça a été que des échecs, que des refus essuyés par la CAQ, ce qui, évidemment, donne un espace d'argumentation au Parti québécois pour dire « nous devrions décider pour nous-mêmes, nous devrions rayonner à l'étranger, avoir nos propres politiques en temps de crise comme sur le plan économique du commerce international. » Donc, tout cet espace-là n'existe pas à la CAQ qui là-dessus a les mêmes idées là, que le Parti libéral du Québec. Mm-hmm. La CAQ actuellement qui gouverne comme un cavalier seul, comment comptez-vous avancer vos revendications sur certains enjeux quand même aussi importants comme la crise du logement, l'application de la loi 101 au réseau collégial ou la réforme du mode de scrutin? Je pense qu'il faut sortir de la crise. La vérité, c'est que tant que nous sommes dans une crise sanitaire où les besoins primaires de la population ne sont pas remplis, où les gens se demandent s'ils vont être en santé, s'ils peuvent maintenir un emploi, continuer leurs affaires, tant qu'on est là-dedans, la CAQ va jouir d'un avantage incroyable de par les points de presse qu'ils font à chaque jour, de par le budget publicitaire incroyable mis de l'avant. Donc, il n'y a pas d'espace en ce moment pour ces discussions-là qui pourtant sont fondamentales. Le mode de scrutin, la langue française, ce qu'on veut faire pour régler des problèmes aussi concrets que le fait que la propriété est inaccessible, que les loyers sont trop chers, le fait qu'il n'y a pas de place en garderie pour les parents, donc les parents ne peuvent pas retourner au travail. Ce sont tous de vrais enjeux très, très importants pour la population, mais qui, pour l'instant, sont un peu mis de côté parce que, à juste titre, la population veut d'abord, urgemment, se sortir de la pandémie, de sortir de la crise sanitaire. Je pense que lorsqu'on sera sorti de la crise, tout naturellement, les sujets que vous allez nommer, que vous venez de nommer, et bien d'autres vont redevenir le sujet de discussion. Et ce sera un environnement complètement différent pour les trois partis d'opposition qui pourront faire valoir leurs propositions, ce qui est plus ou moins le cas en ce moment. Mm-hmm. À peu près 1 an et demi avant les élections, comment voyez-vous votre engagement, votre contribution et la contribution, comme je vous dis, il y a pendant la crise et il y a après la crise. Pendant la crise, je pense qu'on peut dire que chacun des partis d'opposition ont fait des propositions, ont souligné des choses qui allaient de travers de manière à ce que le gouvernement puisse se corriger. Donc, c'est important, la démocratie, le fait d'avoir 3 partis d'opposition qui travaillent durant la crise a permis d'améliorer notre performance à certains égards durant cette pandémie-là. Maintenant, la contribution réelle du Parti québécois, à mon avis, va débuter lorsque la crise est terminée et qu'on pourra discuter des choix fondamentaux d'avenir, ce qu'on veut laisser pour les prochaines générations comme projet de société. Et ça, c'est à venir, c'est-à-dire que tant que la crise, comme je vous disais, tant que la crise est là, les gens n'ont pas d'espace pour parler d'avenir, ils parlent du présent, c'est-à-dire sortir de la crise. Donc, cette contribution-là va venir lorsque le contexte politique normal va revenir lui aussi. D'accord. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, merci, au plaisir.
Au plaisir, merci. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe de Racine. Merci de votre écoute. Merci à mon cher René Di à la régie. Je vous donne rendez-vous le mercredi prochain à la même heure en direct de 102.3 FM.